tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on a une dissertation sur l'éducation à la Renaissance, réalisée par Riha Baba, Yasmina Ahajtan et moi Ikram Baba, sous l'encadrement de prof Younous Kotaya. Voici le plan de travail. Premièrement, l'introduction. On a la définition de l'éducation à la Renaissance et aussi les problématiques. Deuxièmement, développement. On a l'humanisme et l'éducation, l'impact de l'imprimerie sur l'éducation et la diffusion du savoir à la Renaissance, et aussi les écoles de la Renaissance, puis les réformes éducatives de communisme, et aussi Erasme et l'éducation des élites à la Renaissance, et aussi les avancées scientifiques de la Renaissance et leur intégration dans l'éducation. Et enfin, les femmes et l'éducation à la Renaissance. Troisièmement, conclusion. On a la vie personnelle et aussi questions ouvertes. L'éducation à la Renaissance joue un rôle central. La notion de Renaissance est caractérisée par une série de changements politiques, économiques, sociaux. Alors, quel est le lien entre l'humanisme et l'éducation? Quel a été l'impact de l'imprimerie sur l'éducation et la diffusion du savoir à la Renaissance? Comment fonctionnaient les écoles à la Renaissance? En quoi consistent les réformes éducatives du communisme? Comment Erasme a-t-il influencé l'éducation? Quelles étaient les caractéristiques de l'éducation des élites à la Renaissance? Quelles sont les avancées scientifiques de la Renaissance et comment ont-elles été intégrées dans l'éducation? Quel rôle les femmes ont-elles joué dans l'éducation à la Renaissance? D'abord, l'éducation humaniste de la Renaissance vise à forger l'homme universel, capable d'exceller dans divers domaines, les arts, les sciences et les lettres, inspiré par des penseurs comme Erasme, Rabelais ou encore Montaigne. Elle met l'accent sur le développement intégral. L'objectif est de cultiver le corps, l'esprit et la morale. Par exemple, la gymnastique et les activités physiques. On a en cours la maîtrise des savoirs. L'apprentissage des sciences, des mathématiques et de la philosophie est fondamental pour comprendre le monde et participer à sa transformation. Ensuite, on a l'imprimerie comme outil de démocratie du savoir. Par exemple, l'accessibilité accrue des livres. Avant l'imprimerie, des livres étaient rares et chers, car copiés à la main par des moines ou des scribes. Avec l'imprimerie, leur production devient rapide et moins coûteuse, rendant les ouvrages accessibles à un public plus large, y compris des classes moyennes émergentes. On a aussi diffusion des œuvres humanistes. Les œuvres de penseurs comme Erasme, Thomas More ou Montaigne sont imprimées et diffusées à travers l'Europe. Cela favorise la propagation des idées humanistes qui plaçant l'éducation et le perfectionnement individuel au centre des préoccupations. Puis on a les caractéristiques des écoles de la Renaissance. Sont l'humanisme comme fondement pédagogique. Les écoles de la Renaissance intégrant les valeurs humanistes, mettant l'accent sur l'étude des langues classiques, latin, grec, la littérature, la philosophie et les sciences. On a encore l'élargissement de l'accès au savoir, par exemple éducation pour les élites, mais pas uniquement. Si les écoles de la Renaissance s'adressent principalement aux enfants des classes aisées, certaines initiatives cherchent à intégrer les populations moins favorisées. Par exemple, les écoles paroissiales offrent un enseignement de base aux enfants de milieux modestes. Dans ce sujet, on a les principes fondamentaux de la pédagogie universelle de communisme. Donc, on a l'éducation pour tous. Communiste défend l'idée révolutionnaire que l'éducation doit être un droit universel. Selon lui, chaque être
humain, hommes ou femmes, riches ou pauvres, et la capacité et le besoin d'apprendre pour s'épanouir et contribuer à la société. Il y a aussi les réformes éducatives mises en œuvre comme l'unification des savoirs. Communiste propose une pensée, une méthode d'enseignement visant à relier toutes les disciplines pour former une vision globale et cohérente du monde. On a encore une organisation scolaire efficace. Elle préconise des écoles bien organisées avec des classes d'élèves regroupées par âge, des horaires fixés et des programmes d'études progressives. On a jeté la vision éducative d'Erasme. Par exemple, un humanisme centré sur l'individu, Erasme considère que l'éducation doit viser l'épanouissement de l'individu inspiré par les idéaux de l'Antiquité. Elle prend une formation intégrale qui aide le développement intellectuel, moral et spirituel. Aussi, on a les contributions d'Erasme à l'éducation comme la réforme des méthodes d'enseignement. Erasme critique les méthodes traditionnelles jugées trop rigides et autoritaires. Il propose une approche plus douce et interactive où l'enseignant guide l'élève dans son apprentissage au lieu de l'imposer. On a jeté aussi l'étude des langues classiques. Il insiste sur l'importance de maîtriser le latin et le grec, non seulement pour accéder aux textes anciens, mais aussi pour enrichir la pensée. Il écrit des manuels comme Duration Study, qui propose des méthodes pratiques pour enseigner ces langues. Dans ce sujet, on trouve le rôle des cours princières. Par exemple, on a le rôle politique et social. L'éducation dans les cours princières prépare les jeunes et aide à jouer un rôle majeur dans la société de la Renaissance, comme la gestion des territoires. Les principes sont formés à administrer leur domaine, à collecter des impôts, à la promulguer des voies justes. On a joindre les avancées scientifiques majeures de la Renaissance. La Renaissance se distinguait par une série de découvertes et de développements qui révolutionnent la compréhension du monde. Alors, on a l'astronomie, la médecine. On a encore l'intégration des sciences dans l'éducation, par exemple, on a la méthode scientifique sous l'influence de penseurs comme Francis Bacon. L'observation, l'expérimentation et la logique inductive commencent à remplacer les approches purement théoriques et dogmatiques. Les sciences naturelles, l'étude de la nature et des phénomènes physiques deviennent une partie intégrante de l'éducation en s'appuyant sur les travaux de savants comme Léonard et Vinci. Dans ce sujet, on a le contexte historique et rôle des femmes dans la société. Pendant la Renaissance, les femmes restent majoritairement cantonnées à des rôles domestiques et familiaux. Alors, on a les normes sociales et religieuses. La société de la Renaissance imprégnée de valeurs patriarcales considérait l'éducation des femmes comme secondaire par rapport à leur rôle d'épouse et de mère. On a jeté aussi les progrès dans l'éducation des femmes, comme l'influence de l'humanisme. Alors, les humanistes, en particulier ceux qui s'inspirent des idéaux de l'Antiquité, commencent à défendre l'importance de l'éducation pour les femmes, notamment pour celles des classes supérieures. En prenant l'exemple de Christiane de Pisa, une pionnière de l'éducation féminine, Christiane de Pisa est une figure emblématique de la défense de l'éducation des femmes, une défense intellectuelle des femmes dans la cité d'Éden. Il imagine une ville utopique où les femmes instruites pouvant démontrer leur capacité intellectuelle et morale. On a joindre les limitations sociales et culturelles. Dans ce contexte, on trouve les préjugés religieux. La vision chrétienne dominante considérée selon l'éducation féminine comme dangereuse estimant qu'elle détourne les femmes de leurs devoirs religieux et domestiques.
Je pense que l'éducation à l'époque de la Renaissance montre que la pensée humaniste et les avancées scientifiques pouvant avoir un impact profond sur le système éducatif. Cette période a contribué à poser les bases de l'éducation moderne en mettant l'accent sur le développement de l'individu et la promotion de la pensée critique. Malgré les défis recentrés par certaines catégories, comme les femmes, les efforts des penseurs et des réformateurs ont permis d'atteindre des progrès notables. Comprendre ces transformations historiques nous aide à apprécier la valeur de l'éducation et son rôle dans la formation des sociétés modernes. Alors, comment les transformations éducatives survenues durant la Renaissance pouvant-ils influencer les systèmes éducatifs actuels et quelles leçons pouvons-nous tirer pour renforcer l'éducation dans les sociétés modernes?